Bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de Saint-Germain-en-Cogle. Il sera entièrement consacré au patrimoine religieux de notre commune. En voici le sommaire. Nous visiterons l'église de Saint-Germain-d'Auxerre pour apprécier ses vitraux. Mais aussi les chapelles Saint-Jacques, Notre-Dame de la Visitation et la Poirière. Le territoire possède de nombreux calvaires, nous en croiserons quelques-uns. Enfin, les bois de Saint-Germain cachent deux sites atypiques qui méritent le détour. Nous commencerons ce tour d'horizon par l'église paroissiale qui date principalement du XIXe siècle. Adossé à la forêt, l'édifice domine les rues du bourg. À titre exceptionnel, nous irons jusque dans le clocher, mais découvrons d'abord son aspect extérieur. Vers 1850, la population de Saint-Germain-en-Cogle s'élève à plus de 2700 habitants. L'ancienne église était devenue vétuste et trop petite. Le nouveau sanctuaire est construit entre 1850 et 1853 par l'architecte Charles Langlois dans un style néo-gothique, tout en conservant l'ancien chœur et la base de la tour qui, eux, sont du XVe siècle. Cette dernière conserve une pierre décorative, peut-être un écusson. Des pignons latéraux, qui correspondent intérieurement aux bas-côtés, sont accolés à la nef. Comme ils sont aussi profonds que le transept marqué par un pignon plus imposant, le plan de l'édifice est quadrangulaire au sol. Tous ces pignons sont percés de fenêtres en arc brisé qui éclairent l'intérieur. À la façade ouest, le porche monumental est surmonté de 3 fenêtres ogivales. Côté sud, une porte est ornée d'une frise sculptée de palmettes et d'animaux. Ce décor, datant du XVIe siècle, est un exemple de réemploi d'un élément de l'église antérieure. La couverture en ardoise date de leur restauration de 1935, et on peut noter que l'architecte a fait preuve de fantaisie pour agrémenter le clocher. Depuis la tribune, la vue d'ensemble de l'intérieur de l'église est remarquable. Le chœur de l'ancien édifice constitue une sorte de chapelle absidiale. Dans la nef, les colonnes massives en granit supportent des arcs brisés derrière lesquels se trouvent les bas-côtés. Par le passé, la chaire était adossée contre un de ces piliers et des lustres étaient suspendus à la voûte en carène de bateau renversée. Notre position permet d'apprécier le sol, qui présente des pierres tombales réemployées provenant de l'ancienne église, notamment celle-ci, datée de 1578, pour la sépulture du recteur Pierre Louvelet. À chaque fois qu'on entre dans l'église par la porte nord, on marche sur cette pierre dont l'écusson est encore bien visible. Dirigeons-nous à présent vers l'ancien chœur, pour y découvrir quelques éléments de la tour du XVe siècle. C'est dans cet arrière-chœur que l'ancien autel datant de 1818 a été replacé. Provenant également de l'ancienne église, voici ce confessionnal, conçu comme une armoire du pays et datant de 1821. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les aménagements intérieurs du nouvel édifice se poursuivent, avec par exemple ce décor peu visible pendant les cérémonies. Apprécions aussi cette cuve baptismale et le chemin de croix. Nous venons d'entrer dans la sacristie et je vous invite à monter dans la tour clocher, lieu habituellement inaccessible au public. Après avoir quitté les escaliers qui partent de la sacristie, nous entrons maintenant dans le clocher. Je vous laisse vous rendre compte. Depuis 1875, les cloches actuelles rythment la vie de la paroisse. Nous les entendrons bien sûr, mais pour des raisons de sécurité, nous verrons seulement la principale. De taille et de poids très différents, elles portent les prénoms de leurs parrains et marraines. Permettez-moi de vous présenter Jeanne Henriette Sidonie Anne, pesant 1685 kg.
Elle a été nommée par les familles Le Chat et de Pomerol du château de Marigny. Les inscriptions nous indiquent les noms de nombreuses personnalités de l'époque. Le pape, l'archevêque de Rennes, le recteur et les vicaires de la paroisse, le maire et les membres du conseil paroissial, sans oublier celui du fondeur, Adolphe Havard, de Villedieu-les-Poêles dans la Manche. De retour dans l'église, découvrons ensemble ces quelques éléments anciens. Flambeaux, croix de procession, chasubles et bannières. Cette carte postale montrant une procession du début du XXe siècle illustre notre propos. Sous l'abbé Roulin, l'église connaît une vaste restauration en 1935. Les voûtes et les enduits des murs sont refaits, l'orgue est monté à la tribune et la sainte table en ferronnerie est remplacée par celle-ci en granit. L'année suivante, les nouvelles verrières font leur apparition. Conçus par les verriers Raux de Rennes, les nouveaux vitraux proposent des lignes et des couleurs résolument modernes qui n'effraient pas le recteur. La presse du moment parle d'ailleurs d'une réussite artistique peu banale et unique dans tout l'Ouest. À notre tour, sachons apprécier cet ensemble harmonieux au dessin d'un réalisme saisissant. Pour la verrière du chœur, évoquant Sainte-Geneviève et Saint-Germain, les créateurs se sont inspirés d'un décor mural du Panthéon. Quant au triptyque du crucifiement, il est composé de 9000 éléments de verre. De jour comme de nuit, les 21 verrières offrent des mosaïques de couleurs qui font tout l'intérêt patrimonial de l'église.
Tout à côté de l'église paroissiale se dresse l'ancien presbytère, bâtiment aux qualités architecturales indéniables. Le logis, sa dépendance et son fournil sont indiqués sur le cadastre de 1833. Destiné à loger le curé et les vicaires de la paroisse, il était à l'origine moins imposant. À partir du milieu du XIXe siècle, le presbytère connaît plusieurs périodes de travaux. Construit en moellons de granit avec des chaînages d'angles et des encadrements de baies en pierre de taille, le bâtiment s'élève sur 4 niveaux. Une cave, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage et un niveau de comble sous un toit à la mansarde. Les façades sud et nord sont rythmées par 3 travées percées d'ouvertures sur chacun des niveaux. Un escalier en U à 2 volets permet d'accéder à l'intérieur où la grande salle lambrissée disposait d'une cheminée. Au nord, les vergers et jardins étaient clos de murs, il en reste d'ailleurs des fragments. Grange, fournil, écurie, logement à pressoir ainsi que le puits donnaient vie au logis du clergé. Au XXe siècle, le presbytère appartient à la commune et vers 1920, le recteur lui verse un loyer annuel de 100 francs. Devenu maison des associations depuis 2015, l'ancien presbytère reste un lieu de vie et d'échange pour les Germanais. À présent, poursuivons vers la grotte Notre-Dame de Lourdes. Érigé par les paroissiens de l'abbé Massé à partir de l'automne 1912, ce sanctuaire remplace une première grotte élevée ici au nord du presbytère pour rappeler les apparitions de la Vierge à Lourdes en 1858. Pour cet édifice, les blocs de granit donnent le volume et la forme de l'ouvrage. Le mobilier, comme l'autel par exemple, est composé de pierres de réemploi. 2 petites croix ornent le sommet et une grande niche abrite une statue de la Vierge. Les cartes postales de l'époque montrent que la grotte était fermée par une grille. Son inauguration en avril 1913 donna lieu à une cérémonie imposante et solennelle. Après les vêpres, une procession avec les enfants en tenue de communion se dirigea vers la grotte pour la bénédiction. En soirée, une retraite au flambeau partit de la grotte vers le bourg. Les participants portaient bougies, cierges et lanternes sur un parcours dont les maisons étaient illuminées. La journée s'acheva ici dans la cour du patronage par un feu de joie allumé avec des fagots offerts par les habitants propriétaires. Quelques années plus tard, en 1928, une souscription permet d'ajouter au site déjà fortement imprégné de ferveur une statue du Sacré-Cœur. Dans nos régions si chrétiennes par le passé, il était très courant d'élever des croix de bois ou de pierre le long des chemins ou carrefours. Croix de dévotion, de protection, de remerciement, de pèlerinage ou de commémoration d'un événement, elles sont nombreuses à avoir survécu dans ce pays de granit. Sur le territoire de Saint-Germain-en-Cogle, on en dénombre une 60aine. Nos ancêtres avaient sans doute de bonnes raisons pour ériger une croix à proximité de leur lieu de vie. Si les croix demeurent bien visibles, comme ici, sur le bord de la route menant de Fougères à Saint-James, les motivations peuvent nous échapper. Sur cet exemplaire, connu sous le nom de croix Georges, les inscriptions sont devenues illisibles. Malgré sa petite taille d'environ 115 cm, elle accueillait à l'origine la statuette d'un saint ou d'une vierge. Précisons que sur le cadastre de 1833, une croix du même nom est indiquée dans ce périmètre. À présent, nous sommes situés à l'est du bourg, dans le village de la Haute-Cossier, pour découvrir ce modèle exemplaire avec 6 demi-sphères bien distinctes sur le croisillon. Il est probable que cette croix a été élevée au bord d'un chemin proche du lieu-dit par une des familles vivant ici. En laissant le bourg de Saint-Germain-en-Cogle derrière nous et en se dirigeant vers la commune de l'Écousse, nous nous arrêtons près de ce talus au niveau de la Haute-Bresset. Ce calvaire est le plus ancien trouvé sur la commune. Les services régionaux de l'inventaire du patrimoine le classent comme une œuvre de la seconde moitié du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Isolé au bord d'un champ, il présente une base carrée et massive et 2 tableaux de sculpture.
l'un sur la croix et l'autre sur le fût monolithe. Dans sa partie supérieure, on reconnaît facilement un Christ en croix dans un quadrilobe. Par contre, pour la sculpture sur le fût, l'interprétation est plus délicate. Il pourrait s'agir de Saint Jean-Baptiste, tenant une croix dans sa main droite et tendant sa main gauche vers un personnage à ses pieds. Ou bien, en raison de la proximité d'anciens chemins de pèlerinage vers le Mont Saint-Michel, on pourrait y voir l'effigie de Saint Michel. Notons au passage la présence à 425 mètres d'ici à vol d'oiseau du dolmen du Rocher Jacot. Il s'agit d'un mégalithe dont l'origine est attribuée au diable. Selon la légende, des êtres infernaux y viennent la nuit danser et mener tapage. Le calvaire aurait-il été érigé ici pour les éloigner ? Entrons dans les bois de Saint-Germain et précisément dans celui des agonisants. L'histoire de ce lieu plein de charme remonte aux guerres de religion. Des moines réfugiés dans les bois qui nous entourent furent un jour obligés de quitter leur abri pour mendier. Attaqué par des protestants, l'un d'eux fut tué sur le coup et l'autre survécut à ses blessures après avoir été secouru près de la source qu'il utilisait régulièrement. Ce fut l'origine d'un pèlerinage à la fontaine connue sous le nom de fontaine au bois des agonisants. La croix de l'époque n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais elle a été remplacée par cette modeste réplique. Restons dans les bois de Saint-Germain pour une autre rencontre. La dynastie du Pontavis de Hessay a laissé une empreinte certaine dans l'histoire de la commune. Elle a notamment créé dans la première moitié du XIXe siècle ce petit cimetière familial. Cet endroit est à la fois atypique, chargé d'histoire et un lieu de recueillement pour les descendants des membres de la famille inhumés ici. L'inhumation la plus récente dans cet enfeu privé remonte à l'année 2009. Si l'on s'oriente dans la direction où se trouvait le manoir ancestral, notre regard s'arrête sur cette croix taillée sommairement et assise sur un chaos de blocs de granit. Une poésie publiée en 1859 atteste sa présence. Nous venons d'emprunter le chemin qui mène au village de Quéré. Au début du XXe siècle, Quéré était l'un des 4 plus importants lieux-dits de la commune en nombre d'habitants. L'un d'eux, Jean Vallée, perd son épouse Marie en 1871, et c'est peut-être pour cette raison qu'il fait élever ce calvaire 4 ans plus tard. Imposant par sa taille d'environ 6 mètres, il domine la campagne environnante et continue sans doute à protéger le village que nous rejoignons sans tarder pour y découvrir sa chapelle. La chapelle Notre-Dame de la Visitation est la première des 3 chapelles que nous visiterons aujourd'hui. Elle a été élevée par la même famille que les bâtisseurs de la chapelle de Marigné, mais à la génération suivante. On y accède par un escalier qui mène à un calvaire de granit entouré de bordures. Cette croix semble remonter à la même époque que la chapelle, à savoir le début du XVIIe siècle. D'ailleurs, la date 1603 et les armoiries de la famille Arpin sont bien visibles au-dessus de la porte. Regardez ce linteau décoré d'une accolade parfaitement sculptée. Ce pignon ouest se termine par une petite croix sous laquelle est percée une baie en plein cintre abritant la cloche.
Les façades latérales présentent une seule ouverture en arc brisé. À l'est, tout comme à l'entrée, le pignon est débordant. Ainsi, la toiture est protégée des vents par le rampant de granit. Cet ensemble assez gracieux est construit en granit avec de la pierre de taille pour les chaînages d'angles et les encadrements. La chapelle Notre-Dame de la Visitation était fondée de messes jusqu'à la Révolution et un marché s'y tenait tous les vendredis ainsi qu'à certaines fêtes religieuses comme la Pentecôte. Une ancienne tradition indique que la Vierge était invoquée en particulier par les jeunes épouses futures mères. En effet, la fête de la Visitation commémore un épisode de l'Évangile. Marie, enceinte du Christ, rendant visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Je vous propose d'entrer dans la chapelle pour y admirer justement une statue de la Vierge. À l'intérieur, le matériau de pierre est habillé d'un lambris de bois, notamment pour la voûte et le chœur. Au centre du retable, une statue en bois polychrome de la Vierge couronnée portant l'enfant Jésus sur le bras gauche nous accueille. Tout autour, d'autres statues anciennes ont été repositionnées à titre exceptionnel pour notre reportage. Commençons par cet évêque non identifié, bénissant de sa main droite. Voici le diacre Étienne, premier martyr de la chrétienté. Son manteau vert, brodé de jaune, est sobrement posé sur ses épaules, sans masquer ses mains, tenant les pierres de la lapidation. Pour Saint-Malo, les proportions générales sont justes, mais les épaules sont inexistantes et le visage peu expressif. Le costume principal reste la chape rouge avec une certaine recherche dans le traitement des plis du drapé retombant. Cet évêque sculpté dans un seul bloc est facile à reconnaître grâce à ses attributs. Des enfants nus à ses pieds. Il s'agit bien sûr de Saint Nicolas. Enfin, ce personnage tenant sa tête dans ses mains n'est autre que Saint Denis, premier évêque de Paris. Taillé dans une seule pièce de bois, son aspect général rappelle la statue de Saint-Malo. Toutes ces œuvres artisanales restaurées méritaient bien de reprendre leur place d'origine le temps de ce court voyage. Les paroissiens exprimant leur ferveur populaire et les pèlerins en quête de pénitence qui fréquentaient jadis la chapelle ont prié les yeux fermés, sans doute à genoux devant ces statues. Parvenues jusqu'à nous, elles demeurent aujourd'hui un magnifique témoignage culturel. De nombreux Germanais ont souhaité par le passé mettre leur habitation sous la protection d'une statuette de la Vierge. C'est le cas au Courtillot, situé derrière moi, pour une maison construite par Louis Méliès vers 1874. Cette maison, qui a gardé toute son authenticité, est typique des constructions de la fin du XIXe siècle. La façade principale, orientée au sud, propose 5 travées de portes ou fenêtres dont le linteau est en anse de panier. La niche, qui abrite une statue de la Vierge à l'Enfant, est surmontée d'une croix et encadrée par 2 chœurs. On y découvre aussi l'inscription Ave Maria. Le linteau de la porte centrale mentionne précisément le nom des bâtisseurs. Devenu maire de la commune en 1882, Louis Méliès mourra en 1908, le lendemain de sa réélection. À présent, nous sommes à Marigny. On pourrait croire que la nature a cherché à nous faire plaisir, à doter d'un site privilégié ce coin de Saint-Germain-en-Cogle. Les hommes et les femmes qui en ont fait l'histoire ont laissé ici un patrimoine remarquable. Châteaux, moulins, dépendances, étangs et chapelles. Classée monument historique, la chapelle est placée sous le vocable de Saint-Jacques par son bâtisseur François Harpin dans le 3e quart du XVIe siècle. C'est un vaste édifice construit en granit dont la corniche est en cavet. La façade occidentale est un mur pignon orné d'une petite croix au sommet. Au-dessus de la porte en anse de panier, on distingue aisément les armoiries de la famille Harpin ainsi que la date 1573. Au chevet,
Une abside en cul-de-four est percée de 4 fenêtres en arc brisé. Les façades latérales présentent une seule baie en plein cintre avec un portail ouvragé côté sud. L'actuel clocher remplace le campanile ajouré du XIXe siècle, visible sur les cartes postales anciennes. Je vous propose à présent de visiter l'intérieur. La nef unique est séparée du chœur par un arc en plein cintre monumental. De chaque côté et au-dessus de l'arc, des consoles armoriées ou sculptées accueillaient des statues, dont celle de Saint Jacques. Si nous continuons à observer le mobilier de granit, voici à l'entrée une cuve baptismale jumelée, sans décor superflu, qui rappelle que la chapelle de Marigny était paroissiale avant la Révolution. Sur le mur sud, remarquez ce bénitier et cette crédence élégamment sculptée près du chœur. En levant les yeux vers la voûte, nous remarquons que la disparition de son lambris laisse apparaître une charpente robuste, fort bien conservée et partiellement restaurée. Le joyau de la chapelle se trouve dans le chœur. Sur un plancher de chêne se dresse un magnifique autel en marbre de style Louis XIV, dominé par un élégant tabernacle. De cet autel, nous reparlerons tout à l'heure. Mais je ne peux résister au plaisir de vous faire entendre le son de la cloche de la chapelle. Pour cela, il va falloir actionner la corde, car ici, point de mécanisme électrique. De retour sous les arbres qui forment un écrin de verdure à cette chapelle, évoquons quelques-uns de ses propriétaires. Après l'époque des bâtisseurs du XVIe siècle, la chapelle passe à la famille Géflot après la vente du domaine de Marigny en 1655. Peu de temps avant la Révolution française, François Géflot épouse Marianne de Chateaubriand, la sœur aînée du futur écrivain. Le jeune Chateaubriand séjournera à plusieurs reprises à Marigny, et donc, dans Mémoires d'outre-tombe, il se souviendra et écrira « Marigny, château de ma sœur aînée, à 3 lieues de Fougères, était agréablement situé entre 2 étangs, parmi des bois, des rochers et des prairies. » Devenue veuve, Madame de Marigny dut faire face aux heures sombres de la Révolution. Elle a notamment organisé en 1795, dans la chapelle, une audacieuse cérémonie au cours de laquelle un prêtre clandestin, l'abbé Sorette, a donné le sacrement de première communion à plusieurs dizaines d'enfants, dont la propre fille de la châtelaine. C'est aussi à cette période qu'elle a fait transporter l'autel en marbre dans une vieille tour du château pour le protéger des révolutionnaires. Au XIXe siècle, Marigny change de main. La famille de Pomerol fera de la chapelle un lieu de sépulture pour ses illustres membres, mais le dernier d'entre eux préféra une tombe à l'extrémité de l'abside. En 1828, c'est Gilbert de Pomerol qui reçoit Balzac, venu à Fougères, chercher la documentation nécessaire pour écrire son roman à caractère historique, Les Chouans. Dans le livre, le château de la Vivetière est conforme à ce que Balzac a pu voir ici, à Marigny. Au siècle suivant, la chapelle connaît le triste sort de l'abandon, mais cela ne va pas durer. Le chef-d'œuvre du XVIe siècle est classé monument historique en 1938 et la paroisse y fera quelques travaux urgents. En 1974, le vicomte de Luynier lègue la chapelle Saint-Jacques à la Société d'histoire et d'archéologie du pays de Fougères. Ce geste généreux sera suivi d'une restauration. Des dons, des subventions, du bénévolat et un réel effort local permettront aux nouveaux propriétaires de sauver l'édifice. Ayant retrouvé son âme, la chapelle de Marigny garde en son cœur le souvenir de visiteurs illustres et de propriétaires, hommes ou femmes, ayant laissé leur empreinte dans l'histoire, mais aussi celui de simples paroissiens, comme le voisin qui était meunier, tailleur de pierre ou cultivateur.
Le seigneur de Marigny a fait construire à la Gélinet cette maison afin d'y loger le prêtre desservant la chapelle. Il s'agit d'un bel édifice de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, prouvant le niveau social du bâtisseur. En le rénovant, les propriétaires ont sauvé le logis tout en préservant les éléments de confort de l'époque. La façade, orientée au sud, est majoritairement construite en pierre de taille et se termine par une corniche en cavet. Le rez-de-chaussée propose 2 portes en plein cintre et une fenêtre qui a conservé ses décors, en particulier sur le linteau. À l'étage, les encadrements des fenêtres sont chanfreinés et l'une d'elles a gardé son appui mouluré. Cette porte donnait sur le cellier, alors que celle-ci, au centre, desservait la pièce de vie dans laquelle on trouve une cheminée, un placard et un vaisselier dans l'épaisseur des murs, ainsi que des bancs se faisant face dans l'embrasure de la fenêtre, appelée cou-siège. Observez cette remarquable tour d'escalier en demi-hors-œuvre. Elle abrite toujours l'escalier en vis construit en granit. Le prêtre disposait d'une chambre confortable à l'étage, puisqu'elle est équipée elle aussi d'une cheminée, d'une fenêtre à cou-siège et d'un évier. Quant au pignon nord-est, il pose question à cause des chaînages de pierre et de la présence de portes, en particulier à l'étage. S'agit-il d'une partie de la maison ayant disparu ou d'une aile alignée au-delà de la tour, prévue mais non construite? Difficile de se prononcer. Il n'empêche, le cadastre de 1833 ne montre que le bâtiment actuel. À proximité de la chapelle Saint-Jacques, nous nous arrêtons près de cette croix dont le fût est en 2 éléments. D'une belle hauteur d'environ 3 mètres, elle présente 2 particularités. Tout d'abord, chacune de ses arêtes étant tronquée, chanfreinée, elle prend un aspect octogonal. Ensuite, remarquez la présence d'un cabochon à chaque angle dans la partie inférieure. Elle pourrait dater du XVIIe siècle et avoir été élevée pour obtenir la cessation d'une épidémie comme la peste. Ajoutons qu'elle est similaire à celle élevée près de la chapelle de Quéré. Nous nous trouvons à présent à la Poirière, aux abords d'un ancien manoir qui disposait d'une chapelle, remplacée vers 1860 par la chapelle actuelle, dédiée à l'Immaculée Conception. Le sanctuaire a été souhaité par le couple Le Sieur, domicilié en la ville de Fougères, peut-être en raison du décès de leur fils Louis à l'âge de 20 ans. L'édifice est construit en moellons de granit. Par contre, les ouvertures, qui sont toutes en arc brisé, possèdent des encadrements en briques, matériaux que nous n'avons pas encore rencontrés jusqu'à présent. La chapelle, à la forme rectangulaire, est couronnée par un petit clocher. Monsieur Le Sieur, ancien pharmacien et maire de Bossé, meurt à Fougères en 1867. L'année suivante, son épouse formule dans son testament le souhait de léguer la chapelle avec 15 mètres de terrain tout autour à la paroisse de Saint-Germain-en-Cogle. La veuve Le Sieur indique également qu'une messe sera dite chaque année en la chapelle le mardi des rogations. Au sol, nous découvrons la pierre tombale de Madame Le Sieur, née Mélin des Aubriets, décédée en 1871 et propriétaire de la Poirière depuis 1842. De nos jours, plus de messes en ce lieu situé à quelques mètres d'un sentier d'or randonnée. Petite chapelle, plus discrète et moins connue que ses grandes sœurs de Quéré et Marigny, elle en conserve le même fondement, à savoir la volonté de ses bâtisseurs de confier à un saint la protection d'un lieu ou d'une famille. C'est d'ailleurs la même marque de piété chez celles et ceux qui ont élevé les croix de pierre que nous avons rencontrées aujourd'hui. C'est ici que s'achève notre périple au cœur du patrimoine religieux de Saint-Germain-en-Cogle. Nous avons traversé les siècles pour redécouvrir ensemble les biens précieux légués par nos ancêtres, patrimoine que nous devons à notre tour respecter, entretenir et transmettre. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Histoire de Saint-Germain-en-Cogle.